Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Il ne fallait pas faire le jeu du Front National, il ne fallait pas stigmatiser, il ne fallait pas gâcher la fête électorale avec le rappel déplaisant des fractures françaises. Le 4 avril, en pleine campagne présidentielle, Sarah Halimi, une Française juive de 65 ans, était sauvagement assassinée dans son appartement de Belleville au cri de Allahu Akbar par l'un de ses voisins qui fréquentait assidûment la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. Dépourvu d'antécédents psychiatriques mais pas judiciaires, le coupable était déclaré inapte à la garde à vue et interné, tandis que le procureur de Paris ne retenait pas la qualification antisémite de l'acte. Mais le plus terrible, c'est peut-être le silence des politiques, des médias et aussi des institutions juives qui, durant près de 2 mois, s'est abattu comme un voile sur ce crime odieux, comme si personne ne voulait voir ce qu'il nous montre. On n'a pas marché pour Sarah Halimi, ni interrompu la campagne, fût-ce une heure. Le président de la République ne s'est pas rendu auprès de sa famille. Personne n'a proclamé « Je suis Sarah ». Et dans ce pesant climat de déni et d'indifférence publique, pour reprendre le mot de Gilles William Goldnadel, seule Marine Le Pen a évoqué ce drame d'un antisémitisme de plus en plus ordinaire. Que Sarah Halimi repose en paix avec son homonyme Ilan au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Reste à savoir si, comme vous le demandez avec d'autres intellectuels dans le Figaro de ce vendredi, Alain Finkielkraut, nous serons collectivement capables d'affronter la réalité qui ne cesse de se rappeler à nous et si nos dirigeants en finiront enfin avec la politique de l'autruche. Votre échange plutôt acerbe avec Marlène Schiappa, sur lequel nous reviendrons également, n'incite pas toujours à l'optimisme. Mais nous allons commencer bien sûr avec l'attentat de Londres hier soir et ensuite avec la déclaration de Donald Trump sur le climat. Alors 7 morts, une 50aine de blessés dans des attaques au couteau et à la camionnette. Cela se passait hier soir dans le quartier touristique de Londres. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire, Alain Finkielkraut? Que vous inspirent ces images désormais routinières? Routinière, vous avez dit le mot. Je suis d'autant plus accablé par cet attentat que je ne suis pas surpris. Ce qui est désespérant avec ces égorgements, c'est qu'on s'y attend. Nous sommes entrés dans l'ère de la routine, de la banalité, de l'horreur. Le terrorisme est notre nouvelle musique d'ambiance. Emmanuel Macron a tweeté après l'attaque de Manchester, « Les terroristes prospèrent sur la misère. » Non, monsieur le Président, vous avez en charge le destin de la France, ouvrez les yeux. Pour vous y aider, je vous invite, toutes affaires cessantes, à lire le tout petit livre d'Abdenour Bidar, Lettre ouverte au monde musulman. Et publié par qui, pardon? Il est publié par Les Liens qui libèrent. Bidar balaye d'abord la position des intellectuels dont Emmanuel Macron fait effectivement partie, et qui disent que le problème du monde musulman n'est pas l'islam, pas la religion, mais la politique, l'histoire, l'économie. Bidar écrit « Ces intellectuels vivent dans des sociétés si sécularisées qu'ils ne savent plus du tout que la religion peut être le cœur du réacteur d'une civilisation humaine. » Et il ajoute courageusement à l'adresse des siens, le refus du droit à la liberté, vis-à-vis de la religion est l'une des racines du mal dont tu souffres, ô mon cher monde musulman. L'un de ces antres obscurs où grandissent les monstres que tu fais bondir depuis quelques années au visage effrayé du monde entier. Car cette religion de fer impose à tes sociétés tout entières une violence insoutenable. Elle enferme toujours trop de filles et toujours trop de tes filles et tous tes fils dans la cage d'un bien et d'un mal, d'un licite halal et d'un illicite haram que personne ne choisit mais que tout le monde subit. Elle emprisonne les volontés, elle conditionne les esprits, elle empêche ou entrave tout choix de vie personnelle. Dans trop de tes contrées, tu associes encore la religion et la violence contre les femmes, contre les mauvais croyants, contre les minorités chrétiennes ou autres, contre les penseurs et les esprits libres, contre les rebelles, de telle sorte que cette religion
et cette violence finissent par se confondre chez les plus déséquilibrés et les plus fragiles de tes fils dans la monstruosité du djihad. J'en tire 2 conclusions. La vision économique du monde nous cache le monde. Le terrorisme, 2e conclusion, le terrorisme est la forme paroxystique d'un problème beaucoup plus vaste. Le djihad est atroce, mais ce qui est plus atroce encore, c'est que le désaveu forcené de l'Europe, en Europe même, ne se réduit pas au djihad. Alors, le déni, en fait, plutôt que le désaveu, en quelque sorte. Non, ce que je parle, le désaveu forcené de l'Europe en Europe, oui. Voilà. D'accord, Ce désaveu forcené de l'Europe en Europe même ne se réduit pas au djihad. Bien sûr, mais permettez-moi, puisque comme il n'y a pas eu de bulletin d'information, donc nous avons quelques minutes de plus, une question. Est-ce qu'il faut vraiment choisir entre des explications en quelque sorte culturalistes, qui font appel à la religion, et vous en avez parlé, et des explications par ailleurs économiques? Est-ce que la pauvreté ne favorise pas l'ignorance tout de même? Est-ce que il faut absolument récuser une partie de ces causes? Je crois qu'il faut les récuser. L'auteur de l'attentat de Manchester, le kamikaze, était un étudiant d'origine britannique, d'origine libyenne, et souvenons-nous de l'égorgeur du père Jacques Hamel. Sa sœur était chirurgienne, il avait aussi, je crois, un frère informaticien. Non, mais vous pouvez être déclassé en ayant une... Oui, mais enfin, il venait d'une famille parfaitement intégrée en France. Donc, le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas réductible à des causes économiques. J'ai dit que les éliminer complètement est peut-être exagéré. Voilà. Mais nous allons maintenant, malheureusement, nous reviendrons sans doute sur les questions de terrorisme. Nous pourrons reprendre ce débat sur les causes. Alain Finkielkraut. Nous allons maintenant en venir à Donald Trump, qui a dénoncé jeudi soir l'accord de Paris sur le climat. Un accord qui, a-t-il dit, compromettrait notre économie, briserait nos travailleurs, affaiblirait notre souveraineté, imposerait des risques juridiques inacceptables et nous mettrait en situation de faiblesse permanente par rapport aux autres pays du monde. Réponse d'Emmanuel Macron, dont on nous vante le nouveau leadership sur le climat. Il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B, et plus tard, make the planet great again. Alors, Alain Finkielkraut, je vais vous énerver, je le sens d'avance, mais Donald Trump, peut-être, écoute, Donald Trump tient une promesse de campagne. Il a fait une grande partie de sa campagne en disant qu'il dénoncerait cet accord, et j'ajoute que c'est ce que veut le cœur de son électorat. Alors, est-ce que les experts, même du monde entier, doivent aller contre les électeurs américains? Oui, évidemment. Et ils doivent y aller contre, et je vous signale que personne ne s'est indigné que le nouveau président américain tienne une promesse de campagne. Ce qui a provoqué la stupeur et la consternation, c'est qu'il choisisse sans trembler et malgré les suppliques d'une partie de son entourage, de contribuer de toutes les forces de l'hyperpuissance américaine à la dévastation de la Terre. Il a pris le parti de la catastrophe, et qu'il l'ait fait au nom du peuple américain ne rend pas cette catastrophe plus légitime, ni d'ailleurs moins catastrophique. Demain peut-être, pour son 35e mandat, Vladimir Poutine sera élu avec une confortable majorité sur un programme de reconstitution de l'Empire soviétique. Eh bien, voyez-vous, s'il met son programme à exécution, les pays baltes et les pays d'Europe centrale et orientale auront raison de se révolter, et les nations civilisées de choisir de les défendre. La démocratie est un type de régime, ce n'est pas une instance de vérité. Mais vous êtes d'accord que quand même il peut y avoir un problème entre une légitimité, disons, technocratique ou d'experts et une légitimité démocratique. En l'occurrence, il y a quand même un petit problème de principe aussi. Non, je ne crois pas. Je vais vous répondre. Oui. D'abord, j'y crois pas. Le peuple américain n'est pas tout à fait comptable de la bêtise ravageuse de celui qui le dirige. Puisque, je vous le rappelle, Elisabeth, celui-ci a perdu le vote populaire. Un écart de 3 millions de voix le sépare de Hillary Clinton. Ce président mal élu avait aussi promis
de protéger l'Amérique de l'immigration massive. Il avait invité les pays européens à faire de même. Or, avec sa décision, il va accroître dans des proportions considérables et même apocalyptiques le flot des réfugiés climatiques. La première promesse qui dégrade la vie sur Terre est incompatible avec la seconde. D'abord. Et puis ensuite, Make America Great Again. Ça vous a pas plu Si, pas du tout, mais de... la grandeur. C'est l'idée quand même d'une mission universelle. De Gaulle, il y a un pacte multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. L'écrivain américain John Louis O'Sullivan qui parle de destinée manifeste des États-Unis. Trump veut au contraire affranchir l'Amérique de toute mission, rien à foutre. Telle est sa devise. Il ne nie même plus le réchauffement climatique. Il tempête contre les limites que la lutte contre ce réchauffement pourrait imposer à l'idée qu'il se fait du développement économique de son pays. Ce que vous voulez me dire, c'est que cette décision va à l'encontre des intérêts américains, pas seulement, disons, d'une idée, de l'idée qu'on se fait de la planète et d'une responsabilité universelle, mais dans le fond, de ce que doit être l'Amérique, de ce qu'elle est. Je vous citerai le début du principe responsabilité de Hans Jonas, le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues, et l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. Trump ne veut rien entendre. Il est inaccessible au sentiment moral national dont la question est, comme dit Paul Thibault, à quoi servons-nous dans le monde? Quel est et surtout quel peut être notre rapport à l'humanité? Mais, et là je rejoins ce que vous venez de dire, son égoïsme sacré est en porte-à-faux avec ceux-là même qui sont censés en être les bénéficiaires. Il défend Pittsburgh contre Paris, et le maire de Pittsburgh, appuyé par la majorité des habitants de la ville, lui répond que lui, il va évidemment appliquer les accords de Paris. Vous voulez dire que les Américains sont meilleurs que leur président? En tout cas, je vais vous adresser un message. Allez. Pour finir, Elisabeth Lévy. Chères causeuses et chers causeurs, sortez, je vous prie, de la pensée binaire. Ce n'est pas parce que Donald Trump a vaincu le politiquement correct qu'il mérite la moindre indulgence. Toutes ces promesses sont des menaces pour le monde, et le malheur de l'Amérique, c'est d'être prise en tenaille entre le populisme dévastateur qu'il incarne et l'antiracisme idéologique fanatique, débile de la politique des identités. Alors, excusez-moi, sur Poutine, peut-être vous auriez pu risquer vos foudres, mais pardonnez-moi, à causeur, à part Cyril Benazar, il n'y a guère de Trumpistes. Bon, vous me rassurez. Voilà. Mais comme j'ai parlé de Poutine et de Trump, voilà. C'est vrai. Causeurs et causeuses, écoutez-moi. Bon, pardon, causeuses et causeurs, écoutez-moi. Alors, écoutez, et voilà, écoutez le rabbi, chers amis. Bon, peut-être un mot sur Marlène Schiappa. Oui, nous avons un petit moment sur Marlène Schiappa, à qui vous avez conseillé, dans une réponse assez sobre, très sobre, même à ses attaques, la lecture de La France Insoumise. Mais comme le dit Vincent Castagno dans un article qui paraîtra dans le prochain Causeur, pardon, Alain Finkielkraut, mais Marlène Schiappa est probablement une femme qui regarde la télévision plus qu'elle ne lit. En tous les cas, ce n'est peut-être pas ces attaques à elle, en réalité, qui sont le plus inquiétantes. Elles ont été, mais... Oui, je rappelle notre débat, si j'ose dire. Beaucoup de gens vous ont d'ailleurs reproché de vous abaisser à lui répondre. Alors vous allez, on vous en explique. J'ai regretté sur cette antenne et aussi sur d'autres plateaux que Malek Bouti ne reçoivent pas l'investiture de La République En Marche, je crois que c'est comme ça qu'on dit, absolument. Et qu'en revanche, Marlène Schiappa soit nommée au gouvernement alors même qu'elle est opposée à la loi sur le voile islamique et qu'elle nous explique qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans les quartiers populaires. Elle est nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre à l'égalité des femmes et des hommes. Elle n'explique pas tout à fait ça. Elle engueule Manuel Valls qui en parle. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en disant à Manuel Valls... Mais alors, justement, elle écrit une lettre
venimeuse, sarcastique, en tête. Insultante, oui, c'est vrai, en tête de son secrétariat. Je la lis sur le site de Libération et je suis obligé de répondre parce qu'elle me traite de menteur, parce qu'elle dit que je suis mal informé. Or, je relis la lettre de Manuel Valls, puisqu'elle écrit « Jamais je n'ai milité contre l'interdiction du port du voile par les enseignantes ou par les élèves à l'école ». Or, voici ce qu'elle écrivait à Valls. « Interdire le voile, c'est reconnaître le voile comme signe religieux, donc reconnaître une religion. Interdire le voile à l'école est donc contraire à la loi de 1905. Interdire aux femmes voilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants relève ni plus ni moins de l'islamophobie. » Donc, je peux pas me laisser traiter de menteur. Je réponds sobrement, comme vous le dites, mais ce qui m'inquiète davantage que cette polémique, c'est les réactions immédiates sur Twitter d'un certain nombre de personnalités. Edoui Plenel, bien sûr, qui félicite Marlène Schiappa, mais on le sait très bien qu'il est au journalisme ce que Lysenko était à la biologie. Jean-Louis Bianco également, puisque celui-ci... Tout de même féliciter Marlène Schiappa. Puisque celui-ci... à la tête de l'Observatoire de la laïcité, dénonce jour après jour le caractère islamophobe de la laïcité française, mais plus grave, beaucoup plus grave, même si je ne vais pas monter sur mes grands chevaux, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, Marlène Schiappa, attaquée par Alain Finkielkraut, le remet fermement à sa place au piquet. Enfin, moi, je vous l'ai dit, j'ai été heureusement surpris de la nomination d'un certain nombre de ministres, Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn, Françoise Nyssen et d'autres encore. Mais il faut pas oublier que il y a une petite bande aussi qui a réussi son OPA sur la France, petite bande de marcheuses et de marcheurs, et qui se croit tout permis, qui ne se sent plus. Alors, il faudrait... oui, parce qu'il rappelle beaucoup qu'ils sont de la première heure. Voilà, il faudrait quand même, eux, justement, les rappeler au sens des réalités. Je ne vais pas exciper de ma qualité d'académicien, mais il est clair que le président de la République est protecteur de cette compagnie. Donc, je demande simplement aux ministres du gouvernement de garder un peu le sens des proportions. Ils ont le pouvoir, mais pas tous les pouvoirs, et certainement pas celui d'insulter des gens qui osent prendre en plus une secrétaire d'État en flagrant délit de mensonge. Il me semble, pour finir, que la moralisation de la vie publique exigerait que Marlène Schiappa ne figure plus dans le gouvernement qui sera sans doute remanié après les législatives. D'autant plus qu'un certain nombre de ces déclarations exhumées, de ces écrits, etc., finalement en font un portrait assez, folklorique. Voilà, disons folklorique, c'est le cas. Je dirais, on reviendra sans doute là-dessus, et juste pour conclure sur ce que vous avez dit, surtout ce gouvernement, ce président revendique une certaine verticalité, un sens des convenances, et il est vrai que des ministres s'exprimant de la sorte devraient être virés, ne serait-ce que pour ça. Pour écart de langage. Voilà. C'est pas très convenable, en tout cas. Oui, non, ça n'est pas convenable, mais de toute façon, comme me l'a dit quelqu'un dans la Macronie, de toute façon, elle est là pour recevoir Cyril Hanouna, ça n'est pas très important. Mais venons-en à un sujet beaucoup plus grave, Alain Finkielkraut, venons-en à Sarah Halimi, et là je plaide coupable. Je crois que nous, bien sûr, nous avons publié des papiers dans Causeur, mais nous ne nous sommes pas assez battus contre le silence médiatique, nous ne nous sommes pas assez battus pour que ce crime devienne un sujet de la campagne électorale. Alain Finkielkraut, vous signez donc avec Elisabeth Badinter, Marcel Gauchet, Jacques Julliard, Georges Bensoussan et beaucoup d'autres, à l'initiative, je crois, de Noémie Aliwa, et de Alexandre Devecchio, de journaliste, une tribune qui demande que la lumière soit faite sur ce crime. Alors, pourquoi maintenant ? Et je dis aussi, je précise aussi que un certain nombre d'auditeurs m'ont demandé déjà à plusieurs reprises d'aborder ce sujet. Alors pourquoi maintenant pourquoi est-ce que
nous sortons du silence maintenant. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a cette mobilisation maintenant? Pourquoi ce silence, y compris celui du CRIF, qui depuis s'est porté partie civile? Alors justement, parce que le CRIF, entre autres, ne voulait pas propager de fausses rumeurs. Et vous m'avez un jour, Elisabeth Lévy, demandé, vous m'avez dit, il faut que nous en parlions, et c'est moi-même qui ai refusé de le faire, parce que je ne voulais pas, si j'ose dire, flatter ma propre paranoïa. Je voulais être sûr qu'il s'agissait bien d'un acte antisémite. En l'absence de certitude, j'ai préféré, à tort, garder le silence. Non, pas tort, mais oui, mais en effet, le 4 avril, cette femme juive orthodoxe a été battue, vous l'avez dit, avec une brutalité inouïe, frappée dans son appartement par un jeune homme dans la force de l'âge, malien, dont le poing, à force de cogner, a été tuméfié. On a appris que les forces de l'ordre étaient sur place depuis un certain temps, qu'elles étaient derrière la porte, qu'elles entendaient les gémissements de la victime, mais comme le tortionnaire parlait arabe, hurlait Allahu Akbar, les policiers de la BAC ont cru qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Ils ont donc attendu le renfort de la BRI. Quand l'assassin a compris que la police était là, il a crié « Il y a une femme qui va se suicider » et il l'a fait basculer par-dessus le balcon. Et voilà, donc c'est un meurtre horrible. Je ne sais pas s'il fréquentait assidûment la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud. Il y était, je crois, quelques jours, en tout cas, il avait passé la journée, quelques jours avant cet assassinat. Sauf erreur, je crois que cette information vient de l'article de Alexandre de Vecchio et Noémie Aliwa que je publie dans Causeur. Oui, voilà. Que vous publiez dans Causeur, voilà. Oui, d'ailleurs, et que j'avais moi-même, j'avais pris ça. Un article très fouillé, et il faut rendre hommage à cette journaliste qui a été l'une de ceux qui se sont vraiment battus pour pas que l'affaire soit. Voilà. Étouffée. Donc, mais ce qui est terrible, c'est qu'en effet, on a jeté une sorte de chape de plomb pour ne pas perturber, malgré tout, me semble-t-il, les élections, et cela jette une lumière particulièrement sinistre sur un événement que nous avons déjà commenté ensemble, à savoir la visite du candidat Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah, parce que 15 jours après l'assassinat de Sarah Halimi à Belleville, on a profité de la journée mondiale de la libération pour mobiliser la journée nationale de la déportation, pour mobiliser les Juifs et le reste de la nation contre le danger nazi que représenterait l'accession du Front National au pouvoir. Et ça, vraiment, ce n'est pas respectable. Ce n'est pas respectable. Et en plus, vous l'avez dit, ironie atroce de la chose, c'est Marine Le Pen, bien sûr, qui elle seule a voulu alerter sur le caractère antisémite de ce crime. Et nous n'en avons pas fini. Et tout de même, un mot sur le. Non, c'est bon, on a encore. Un mot, Alain Finkielkraut, sur la qualification. Enfin, donc il y a les médias qui ne s'en emparent pas. Ça, vraiment, ça mérite quand même. Il faudra revenir dessus parce que l'affaire était quand même connue. Et le procureur qui décide d'entrer que c'est un crime de droit commun. Les médias ne s'en emparent pas. Ce soir, je vais parler sur I24. Et la personne d'I24 qui m'a téléphoné m'a dit, voilà, nous sommes la seule chaîne de télévision qui ait suivi l'affaire, qui ait filmé la marche blanche. Rien, personne, silence total. Et Bensoussan, qui est signataire de la pétition dont vous parlez, dit ceci, que cette affaire Sarah Halimi, eh bien, elle est emblématique du musellement de l'opinion par une sorte d'élite
hors sol, et cet abandon des Juifs doit être pensé dans le cadre d'un abandon plus large des classes populaires et des classes moyennes par des milieux dirigeants qui semblent avoir délaissé les concepts de nation et de peuple. Il a vraiment raison, Bensoussan. Notre article, notre appel est paru vendredi. Et vous avez vu, il y a des signatures très prestigieuses. Jacques et Suzanne Julliard, Elisabeth Badinter, Pascal Bruckner, Paul Thibault, ancien président des Amitiés judéo-chrétiennes. Vous en avez cité un certain nombre d'autres, Michel Tribala, Barbara Lefebvre. Michel Onfray. Oui. Bon, ce n'est pas, si j'ose dire, du menu fretin. J'écoute attentivement la revue de presse d'Hélène Jouan sur France Inter. Pas un mot, pas un mot. Mais quelques jours auparavant, nous en avons parlé, Charline Vanhoenacker, incarnant un personnage imaginaire, une certaine Ghislaine, qui regrettait la décision de Marion Maréchal Le Pen de quitter le Front National, disait comme ça, faisait dire à cette Ghislaine donc comme ça c'est bien, elle pourra éduquer sa vie et lui apprendre l'allemand. C'est là, nous sommes, si vous voulez, au bout de la déchéance de l'antifascisme. Et j'ajoute tout de même que la même Charline Vanhoenacker, cette semaine, avec Rachida Brakni, il faut l'écouter sur la chapelle Pajol. Donc, ça s'est fini par, de toute façon, nous savons bien que la rue, en France, est réservée aux hommes. Voilà. En gros, hein. Voilà. Donc, au bout de la déchéance de l'antifascisme, il y a la dissimulation de l'antisémitisme meurtrier d'aujourd'hui par l'antisémitisme d'hier. Les antifascistes sont en train de devenir les nouveaux ennemis des Juifs. Alors, j'ai pris... Et de la vérité, accessoirement. Accessoirement de la vérité. Et vous avez raison de faire allusion à cette émission sur ce qui s'est passé dans le quartier, ce qui passe aujourd'hui dans le quartier de la Chapelle. Une du Point qui est, je suis sûr que cette une du Point avec Elisabeth Badinter qui dit dans certains quartiers on ne peut plus se promener en jupe. Je suis sûr qu'elle a eu autant de succès auprès d'Hélène Jouan que exactement. votre pétition. Alors, si vous voulez, j'ai pris dans cette émission une habitude dont je devrais sans doute me défaire, celle de lancer des appels. Alors j'ai lancé un appel à En Marche pour Malek Bouti, franchement sans succès, mais je vais en lancer un autre. Je voudrais justement en appeler à Laurence Bloch, qui dirige France Inter, et à Patrick Cohen, qui est l'homme clé de la matinale. Enfin, plus pour longtemps, là. Oui, mais enfin bon. Il part à Europe 1, cher Alain. Vous faites de très bonnes audiences, oui. Et je vous en félicite, mais c'est un peu comme pour la démocratie. Le nombre n'est pas tout. On peut être plébiscité et perdre son âme. Alors je vous en supplie, sortez de votre entre-soi rigolard. Ne laissez plus le dernier mot à la propagande mensongère des amuseurs. Invitez Georges Bensoussan, signataire de cette pétition, auteur de La France Soumise, livre préfacé par Elisabeth Badinter. Laissez ainsi filtrer sur votre antenne un peu de la réalité française d'aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez, je ne sais pas si cet appel sera entendu par Laurence Bloch et par Patrick Cohen. Enfin, comme je l'ai dit, Patrick Cohen s'en va. Oui, mais il a encore un mois. Oui, et au chapitre de l'antisémitisme, disons, qui est non seulement non combattu, mais qui est largement nié. Il faut aussi citer cette affaire de censure à Arte qui a été déterrée par Luc Rosenzweig et qui commence à faire un peu de remous. Exactement. Voilà. Et en plus, c'est un documentaire sur Arte, en effet, qui devait être diffusé sur Arte et qui est consacré à l'antisémitisme d'aujourd'hui. Catherine Duperron, ancienne journaliste du Monde, me l'a rappelé en m'envoyant l'article de Luc Rosenzweig. J'ai participé. Elle a dû vous envoyer l'article de Luc Rosenzweig dans Causeur. Oui, elle m'a envoyé sur Internet cet article en me disant je le fais diffuser, mais Catherine Duperron s'est entremise auprès de moi il y a un certain temps déjà, pour que je participe à ce documentaire. Donc le réalisateur est venu chez moi, Catherine Duperron servait d'interprète, et nous avons longuement parlé du nouvel antisémitisme. Je ne sais pas quelles images il a gardées. En tout cas, je suis parti
partie prenante de ce film, et comme en effet, il n'entre pas dans le cadre de l'antisémitisme voulu, cajolé, dorloté par Arte, qui présente un film par semaine au moins sur Hitler et la Shoah, eh bien tout simplement Hitler, la Shoah et leurs supposés héritiers, bien sûr. Et bien sûr, et leurs successeurs d'aujourd'hui, eh bien le film a été purement et simplement censuré. Nous sommes exactement dans le même cas de figure. Après avoir été financé, payé et réalisé par Arte. Hein. Donc peut-être on essaiera de se le procurer ce film un jour. Alors chers auditeurs, nous ne savons pas encore si nous devrons suspendre à nouveau l'émission pour les 2 tours des législatives, ou si peut-être l'actualité nous offrira d'autres sujets plus amusants que ceux d'aujourd'hui, j'espère, à traiter. Dans ce flou, une certitude, dès le 14 juin, on pourra lire Alain Finkielkraut, dans le nouveau causeur qui revient sur Sarah Halimi, ainsi que sur ce qui se passe à la Chapelle Pajol. En attendant, on peut aussi bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. À très bientôt, cher Alain Finkielkraut, ainsi que vous, chers auditeurs. RCJ. Dimanche Info sur RCJ.